Bien, alors Yves, tu es connu au niveau international à partir du moment où tu as édité, tu as publié, tu as écrit le livre La transposition didactique qui est en fait sorti en 1985, mais qui est le texte d'une conférence que tu as donné un cours que tu as donné pour la première école d'été en 1980. Alors on va parler bien sûr de ce qui a suivi ensuite la transposition didactique et puis la transposition didactique elle-même, mais j'aimerais que tu nous parles tout d'abord de ce que tu as fait entre le moment où tu sors de la rue d'Ulm avec l'agrégation de mathématiques et tu rentres à la faculté des sciences de Lumini à Marseille, et puis, disons, le moment où tu écris le cours de la transposition didactique. Oui, alors il y a plusieurs périodes. J'entre à la rue d'Ulm en 67, je passe l'agrégation en 70, juillet 70. Traditionnellement, il y a une quatrième année où je commence de la recherche en logique mathématique. Et je publie même une note au compte rendu, enfin je commence à faire ce qu'on fait dans ce genre de choses. Et puis, mais par ailleurs, je m'intéressais on peut dire à l'époque, je ne connaissais pas le mot didactique, je pense, je m'intéressais à l'enseignement des mathématiques. Avant même d'entrer à la rue d'Ulm, je lisais le bulletin de la PMEP dans une époque où il y avait tout le remue-ménage de la réforme des maths modernes, etc. Bon. Donc je m'intéressais à ça, j'avais beaucoup lu de Piaget par exemple, et puis je lisais des choses en sociologie, en anthropologie, Lévi-Strauss par exemple. Donc ça c'était un petit peu une dimension coprésente par rapport à, évidemment, mon intérêt pour les mathématiques. Alors je passe sur des détails liés à des circonstances particulières. J'ai une expérience de remplacement d'un professeur en maths sup, par exemple, qui était de ma part quelque chose que je ne recherchais pas, mais qui rendait service localement à Marseille. Et puis j'ai été recruté à la faculté des sciences de Lumini. Alors il faut dire qu'à l'époque, on commençait comme assistant, ce qui n'existe plus, semble-t-il. Il n'y avait pas les ATER. Assistant, c'était permanent et on pouvait, je suppose, aller jusqu'à sa retraite comme assistant. Bon. Là, tout de suite, je suis recruté, je suis envoyé au lycée Thiers où j'ai un service, et puis dans les mois avant Noël, je crois, ou à la rentrée, je suis recruté à Lumini et je quitte, ce qui en principe ne se fait pas, mais j'ai une espèce d'autorisation, de dérogation. Je quitte l'enseignement au lycée Thiers pour aller à la faculté des sciences au début de l'année civile 72. Et aussitôt, je vais à l'IREM. Et aussitôt, j'anime des stages. Je me souviens du premier stage que j'ai animé, c'était à Aix, enfin. Bon, des stages mathématiques. Pour des professeurs de mathématiques. Et alors, à cette époque, on utilisait un mot horrible qui était le recyclage. Alors, il y avait des professeurs certifiés et agrégés qui venaient, et alors je me souviens qu'il y avait deux demandes de leur part, deux demandes plus marquées, dont je me souvienne. C'était la fameuse droite affine en quatrième, dont le canard avait fait ses choux gras, le canard enchaîné, et puis les probabilités, parce qu'ils n'avaient en général jamais étudié de probabilité au cours de leur cursus scolaire et universitaire. Voilà. Et donc je me lance là-dedans et je crée à l'IREM ce que j'avais appelé un atelier, le mot apparemment me plaît, un atelier qui s'appelait Mathématiques et interdisciplinarité. Parmi les participants, depuis le début de cet atelier, il y avait Alain Mercier, qui était alors professeur dans un lycée marseillais. Et je n'avais pas de vrai but
j'avais un petit peu délaissé la recherche, je me cherchais, si je puis dire. Je peux le dire rétrospectivement. Hein, et donc, il y a eu, par exemple, des petits travaux, des rédactions de fait, et ça aboutit notamment à une publication qui s'appelait Deux études sur la parenté, dont l'une était sur les aspects génétiques, disons, et l'autre était sur la théorie de Lévi-Strauss, que j'avais, bon, donc je regardais des choses, voilà, enfin la théorie élémentaire de la parenté. Un très gros livre qui était, pour l'essentiel, sa thèse, enfin. Et donc j'avais étudié ça, et ça a été publié chez Sédic, comme souvent, sans que j'ai cherché à le publier. C'était des brochures d'IREM, et ça a été publié parce que quelqu'un a vu ça. C'était Maurice Gleiman, qui était une personnalité des IREM de Lyon, et qui m'a dit un jour, je suis passé à l'IREM, j'ai vu tes deux brochures, ou du moins il l'avait vu, et est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un petit bouquin chez Sédic, qui était un des lieux de publication des ouvrages de la noosphère sur l'enseignement des mathématiques. Et donc ça s'est fait. Et puis par ailleurs, j'avais en chantier aussi, là aussi, une proposition à un collègue qui avait un vaste projet de traité d'analyse et qui m'avait demandé d'écrire sur la théorie des séries. Donc Robert Roland. Avec Robert Roland, lui avait fait les séries entières et moi les séries numériques. Et donc j'avais fait un bouquin, je me souviens d'être allé chez Sédic et d'avoir rencontré un censeur redoutable qui était, comment dire, son nom m'échappe à l'instant évidemment, c'est ce qu'il ne faudrait pas, André de Lédic, qui trouvait que c'était trop de pages sur une pauvre théorie, enfin, etc. Et puis, ça s'est fait quand même. Moi, j'avais fait des dialogues, comme j'en ai fait ailleurs, pour expliquer certaines parties. On laisse la bonne. Comment ? Oui, je l'ai refait avec le livre espagnol. Et ça a plu, non pas tant à de Lédic, je crois, mais à celui qui dirigeait Sédic à l'époque, qui pouvait prendre des décisions apparemment sur un coup de tête, et puis cette décision me fut favorable. Voilà. Bon, donc je traînais un peu, sans projet bien défini, et puis, alors je travaillais notamment avec Robert Roland, qui était un collègue de la fac. On avait lancé des changements dans l'enseignement. Par exemple, on commençait, c'est une chose assez banale, non pas par le cours, comme on dit, mais par au fond, on peut dire les TD, c'est-à-dire des problèmes. On regardait les questions avant d'élaborer, de présenter, de mettre en forme des réponses. Bon. Et il fallait à cette époque, on était jeunes, ce qui était important, parce qu'on avait 3 groupes pour 2, et donc on courait dans les couloirs pour s'occuper des groupes qui parfois étaient laissés seuls. Parfois on se retrouvait tous deux dans un même groupe, on disait « Ah bon, il y en a un qui repart aussitôt ». Ça avait un côté un petit peu inhabituel. Je dis cela parce que c'est comme ça que je vais rencontrer Guy Bousseau. Il y a un projet dont je ne suis pas partie prenante, a priori, d'installer une antenne du DEA didactique des maths de Bordeaux à Marseille. Qui est à l'origine de ça? Alors, qui est à l'origine de ça? Ben, je crois, il ne faudrait pas que je dise de bêtises, qu'il y a Robert Roland, mais surtout Jean-Louis Hobart, qui a dû à cette époque-là être nommé prof de taupe à Marseille, mais qui faisait, je sais qu'à une époque, chaque week-end, il faisait un triangle qui pouvait être Marseille, Nancy, Bordeaux, Marseille, enfin, ou l'inverse. Oui, qui a écrit ensuite des bouquins d'histoire et d'épistémologie. Voilà, et c'est un peu comme ça qu'il a eu la générosité de mettre mon nom, mais je n'y ai pas participé, je les apprécie beaucoup, même ça a été important pour ma réflexion didactique, ces bouquins, mais voilà. Et donc, un jour, on me dit, Guy Bousseau, que je ne connaissais pas,
viens à Marseille, c'était en juin 1976, est-ce que tu pourrais te rendre présent? Alors, mais au titre suivant, au titre d'un enseignant de maths de la fac, qui pourrait accueillir des étudiants inscrits au DEA pour observer, pour faire de l'observation, comme un prof qui accueille des gens pour faire de l'observation de classe. Voilà. C'était à ce titre. Et là, j'ai rencontré Brousseau et j'ai été séduit alors par le... J'ai été d'abord impressionné par le fait qu'il pouvait parler toute une journée, alors non pas, ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent, mais lui, il pouvait parler de la même chose très longtemps. Et j'en ai induit que sans doute cette chose existait fortement pour lui, même si pour moi, elle était un petit peu évanescente, puisque je la découvrais. Bon, ensuite, ça s'est enclenché, il y a eu un voyage retour à Bordeaux, et puis ensuite, ça s'est lancé, quoi. La théorie des situations était déjà bien élaborée? Était en grande partie élaborée. Je peux vous dire que... Alors, il y a eu plusieurs années où moi, j'allais régulièrement à Bordeaux, à l'école Jules Michelet de Talence, observer, enfin, etc. Bon. Et un jour, nous arrivons, alors nous étions 3, 2 autres personnes dont je ne citerai pas le nom parce qu'elles ont disparu du champ. Et Brousseau nous accueille sur le parking, enfin devant, en nous disant « Ah, il y a une 4e dialectique ». Avant, il n'y avait que les 3 de l'action, de la formulation, de la validation, et il venait d'ajouter l'institutionnalisation. Donc, on était un peu aux premières loges pour ce genre de choses. Hein. Et puis, bon, la manière de fonctionner de Guy et de ses équipiers, disons, enfin, dont Nadine, sa femme, évidemment, était très instructive enfin, en tout cas pour moi, pour beaucoup, je pense, en vérité. Voilà comment ça a commencé. Alors, moi, à Marseille, en fait, là aussi, j'ai continué comme j'avais commencé, c'est-à-dire, moi, je n'étais pas du tout inscrit au DEA, j'avais un DEA de maths à l'époque, enfin, je ne sais plus, depuis plusieurs années, bien sûr. Bon, et j'étais un petit peu l'honorable correspondant qui accueillait les gens à l'IREM, et je plaisantais en disant que ma fonction principale, parce que nous travaillions le samedi-dimanche, où la fac était fermée, et il fallait emmener les gens en faire pipi, et donc on faisait une file indienne qui longeait le bâtiment et c'est moi qui les amenais jusqu'aux toilettes accessibles, disons. Voilà. Donc j'étais là en hôte et en observateur et bon, voilà. Alors il y a eu des cours, il y a des... Donc c'était Brousseau qui faisait cours. Alors il y avait Brousseau qui faisait cours, bien sûr c'était la partie essentielle, mais il y avait aussi des gens qui le faisaient venir de Bordeaux. Bon, et notamment Michel Brossard, le psychologue, et un jour, alors ça se passait dans la bibliothèque de l'IREM, si j'ai bonne mémoire, il y avait peu de monde, hein, bien sûr, enfin, il y avait un petit groupe de gens, et Brossard, dans son cours, sort un petit bout de papier sur lequel étaient écrites quelques lignes d'un Michel Véret. Tu rencontres Michel Brossard qui a lu l'ouvrage de Michel Véret, Oui. et a la transposition didactique, enfin le temps des études d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle, Oui. qui introduit le concept de transposition didactique. Il introduit l'expression. L'expression. Et alors, toi, tu vas développer le concept lors de la première école d'été en 1980. Oui, alors là, il y a du temps qui se passe parce que le cours de Brossard, alors je ne sais pas le situer, mais c'est peut-être en 77, 78. Bon, et bon, il faut bien voir, ça participe d'un univers proche du PCF, tout ça, hein, enfin, avec Michel Véret, qui est sociologue
Donc d'inspiration marxiste. De la condition ouvrière, Brossard aussi, il est psychologue lui. Verret, je ne l'ai pas vraiment connu. Brossard, je l'ai un peu connu et je l'appréciais beaucoup au plan intellectuel et humain. Et donc, il sort ces quelques lignes et ça va évidemment faire un déclic chez moi. Et pourquoi? Alors, ça c'est pour moi un point de départ qui est toujours vif, qui est toujours une matrice productive. J'étais frappé au fond par une double illusion chez les professeurs, enfin à l'IREM, etc., qui est peut-être une illusion nécessaire, enfin, je réserve mon opinion là-dessus, qui est de croire à la transparence du monde mathématique en l'espèce, ou enseigné en général. Ce sont les élèves pour qui c'est flou, mais moi, le professeur, je sais ce que c'est qu'un produit scalaire, ou je sais ce que c'est qu'un cosinus, etc. Et ce qui m'apparaissait, c'était, les gens parlent de choses, semblent se comprendre, hein, l'exemple, le prototype, l'exemple princeps, disons, a été A2 moins B2. Un professeur qui dit à un autre, à la récréation, ce matin, je leur ai fait A2 moins B2. Alors ils ont l'air de se comprendre. Et j'avais dirigé le DEA de Jacques Tonnel justement là-dessus. C'est quoi A2 moins B2? Et évidemment, il y avait cette idée que les choses, il n'y avait pas de génération spontanée, il y avait en général importation à partir d'autres institutions de choses faites ailleurs, élaborées ailleurs, pour des raisons qui n'étaient pas forcément les mêmes. Aujourd'hui, je dirais qu'il avait été élaboré dans des conditions et sous des contraintes surtout différentes, et donc il devait être remanié pour vivre sous les contraintes, par exemple, d'un enseignement à des élèves de 4e, etc. Bon, je ne vais pas reprendre ici toute la théorie de la transposition didactique. Mais les apports essentiels par rapport à Verret, par rapport au travail de Verret s'intéressait assez peu. C'était en philo, je crois. Oui, il s'intéressait. Alors, évidemment, je me suis procuré les 2 volumes du travail de Michel Verret, je les ai lus, et je les ai cités d'ailleurs très innocemment ensuite dans mon cours, qui est devenu le livre sur la transposition didactique. Mais Verret voyait des grandes masses, quoi. Il ne regardait pas, au fond, et on peut dire qu'il faisait de la macro-didactique et pas de micro-didactique, qui n'était pas son objet en réalité. Il est sociologue, enfin ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas pu en faire dans tel ou tel domaine, pas forcément en maths, enfin je ne sais pas quels sont ni ses goûts ni sa culture. Et moi évidemment ça m'a frappé, on a étudié, il y a eu plusieurs débats de fait, c'est celui d'Odile Schneider qui était un professeur agrégé, celui de Jacques Tonnel, etc. Bon, il y en a eu, puis il y en a eu après, bien sûr. Hein. Alors ce qui s'est passé, c'est que en 1980, je co-organise avec Claude Comiti la première école d'été de didactique des maths. Et bon, à cette époque, contrairement à aujourd'hui, enfin dans ma tête, une école d'été, ça devait contenir des cours sur des sujets. Et donc là, pour cette première, il y avait, sauf erreur de ma part, un cours en plusieurs épisodes de Guy Brousseau, un autre de Gérard Vergniaud et un de moi. Et donc, c'est là que j'ai rédigé, c'était au printemps 80, en même temps qu'à l'IREM, je préparais par téléphone, souvent avec Claude Comiti, cette première école d'été. Je rédigeais ce qui allait être mon cours dans cette école d'été. Et là aussi, ça n'a pas été voulu comme un livre. C'est après qu'on m'a proposé d'en faire un
un livre, et il a paru en 85 à La Pensée sauvage. Mais toutes ces idées-là, alors j'avais fait des exposés, le bruit se répandait qu'il y avait un sujet qui était apparu et que j'étais un petit peu aux avant-postes là-dessus, etc. J'avais fait des exposés, je crois à Poitiers, enfin je ne sais plus, hein. Là, il faudrait vraiment vérifier de près. Et donc il y a eu un succès. Il y a eu un succès de cette question, à mon avis, pas toujours pour des bonnes raisons, enfin pour des raisons humaines, qui sont que par exemple il y avait des gens qui devaient faire des cours de didactique des maths, il n'y avait pas de matière. Enfin, ça apportait une matière. Ouais, il y avait la TSD qui est. Bon, il y avait déjà des travaux en TSD, en théorie des champs conceptuels. Mais ça apportait une matière assez généreuse et générale, et qui. Alors, il y a eu des incompréhensions. D'abord, il y a eu tout l'aspect désagréable qui pense, qui suggère que j'aurais pris ça ailleurs. Les gens n'imaginent pas qu'on crée, en général. Et donc, ils pensent que si vous parlez de quelque chose, c'est que vous avez trouvé ça chez un autre qui, d'ailleurs, a dû le trouver chez encore un autre, etc. Et puis alors, la grande affaire a été l'affaire du savoir savant, parce qu'évidemment, j'utilisais cette notion dans le cadre des maths, où les gens disaient, oui, on voit ce que c'est, etc. Et je n'ai jamais pu, je crois, faire comprendre ce que j'appelais savoir savant. Jusqu'à aujourd'hui. Dans un champ d'activité humaine donné, il y a des gens qu'on regarde comme des savants. Ça peut être de la menuiserie, ça peut être de la Formule 1, ça peut être du vélo, de la cuisine, etc. Ce n'est pas forcément le savoir académique. Et j'ai compris le problème lorsque, ayant été à leur demande exposé dans ce qui était à l'époque l'UFR STAPS, qui est devenu la faculté des sciences du sport à Lumini, des collègues donc voisins, j'ai compris que pour eux, les savants, c'était eux. Et je leur disais, c'était très tôt dans les années 80, je leur disais, mais pour moi, pas du tout. Alors je prenais des exemples mortificateurs en disant, en foot, le savant, c'est Jean-Pierre Papin, que vous regardez comme un imbécile. En vélo, c'est Raymond Poulidor. Je prenais des anciennes gloires qui avaient la réputation de ne pas être des aigles intellectuels. Je dis, ceux qui savent, c'est ça, c'est eux, c'est pas vous. Et les gens n'ont jamais pu l'assumer. Par exemple, je pense que dans les UFR STAPS, ou quelle que soit la dénomination, ils continuent de penser que ce sont eux les savants, n'est-ce pas? Et pas le rugbyman qui fait des choses, ou le footballeur qui fait des choses, qui a une science de son activité. Alors certains le comprennent, mais en gros on ne le comprend pas. Il y a un rabattement universitaire, ce que moi je n'avais pas vraiment anticipé, je dois le dire honnêtement. Voilà. Alors, la transposition didactique a eu un gros succès. Aujourd'hui encore, je rencontre des gens qui ne me connaissent qu'à travers ça, alors que c'était fait pour l'essentiel au printemps 1980. Voilà. Ce qui veut dire que je n'aurais rien fait depuis lors. Ce n'est évidemment pas le cas. Mais la transposition didactique contenait les germes de tout ce qui s'est développé après. Je ne dis pas que tout était dans la transposition didactique, mais il y avait le point de départ que je n'ai pas forcément toujours explicité de la suite. Bien, alors, en 1991, sort la deuxième édition de la transposition didactique, augmentée d'une postface, dans laquelle tu situes clairement le champ du didactique dans le champ de l'anthropologie, et donc la didactique qui va étudier le didactique. C'est le fruit du travail qui a été mené entre 1980 et 1991, et puis les bases, comme tu le disais tout à l'heure, viennent des travaux que tu avais faits à partir de Lévi-Strauss. Est-ce que tu peux nous préciser pourquoi anthropologie, dans la mesure où cela choque parfois
certains qui s'intéressent aux mathématiques et à l'enseignement des mathématiques, puisque l'anthropologie, c'est très large. Oui, oui, bien sûr. Alors, je dirais d'abord, même si c'est venu après, que moi, quand j'utilise un mot, ou une notion, ou un concept, qui ont vécu ailleurs dans la société, j'applique ce que je nomme aujourd'hui le principe de Humpty Dumpty, qui est un personnage un peu du folklore britannique, mais qu'on trouve dans le livre de Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir, Through the Looking Glass, et qui est un personnage qui dit à un moment, enfin je vais le dire en français, quand j'utilise un mot, il signifie exactement ce que je veux qu'il signifie, ni plus ni moins. Donc, on rencontre constamment ça. Hein, et quand on crée une théorie, quand on bâtit une théorie, il faut évidemment donner aux mots qu'on emploie, même s'ils sont très courants, un sens, et quand ils ne sont pas a fortiori, un sens propre à la théorie. On ne peut pas faire autrement. Bon. Ce que les gens de formation mathématique acceptent s'agissant par exemple du mot de groupe, ou d'anneau, mettons, souvent ils ont du mal à l'accepter s'agissant de notions qui ne sont pas elles-mêmes considérées comme mathématiques. Alors, ce qui s'est passé, je vais parler de l'adjectif anthropologique d'abord, c'est que ce que la transposition didactique montrait, c'était que le façonnage des objets, l'après des objets, comme je disais, pour être enseigné à tel niveau, ne pouvait pas être expliqué par des raisons mathématiques uniquement. Il y avait d'autres contraintes qui n'étaient pas d'ordre mathématique. Et aujourd'hui, je dirais que quand on fait des mathématiques, on ne fait pas que des mathématiques. On travaille sous des contraintes, on essaie de les éliminer, de purifier les constructions, mais évidemment, la première chose était que l'activité mathématique, alors d'une classe ou même d'un savant mathématicien, est plongée dans le réel anthropologique. Alors, on pourrait dire le réel social, etc. Le social, c'était trop marqué, c'était trop le territoire des sociologues. Durkheim avait fait un travail de marquage qui faisait qu'on ne peut pas l'employer sans se faire tirer dessus. Anthropologie, c'était un mot plus récent, en fait. Moss avait quand même écrit oui. Sociologie, anthropologie, en fait. Oui, oui, oui. Voilà. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'était quand même un mot plus flottant, plus moins normé, moins gourmet, etc. Gourmet et bon. Et donc, et puis ça me paraissait exprimer le fait que ce que font les hommes, les humains, eh bien, c'est pris dans des dimensions qui ne sont pas qu'on ne peut pas réduire à, par exemple, si on fait de la danse, ça n'est pas que de la danse. Si on fait du théâtre, ça n'est pas que du théâtre. Si on fait des mathématiques, ça n'est pas que des mathématiques. Voilà. Donc j'ai appelé ça au début, je me souviens, l'abord anthropologique en didactique. Hein, c'est après qu'on a appelé... l'approche ensuite aussi. Non, alors, si tu veux, c'est un problème de vocabulaire, c'est que approche était critiquée par les puristes comme étant l'adaptation du mot anglais approach. Et donc, j'avais, pour désarmer au moins de ce côté-là, j'ai employé approche aussi, mais je parlais de l'abord anthropologique. Bon, c'est-à-dire, simplement, ça voulait dire qu'on replonge un acte, une activité, disons, qu'on a essayé de couper, qui n'est pas coupé, mais qu'on croit avoir coupé de tout ce qui n'était pas elle. On le replonge dans un ensemble et on va étudier notamment l'écologie de cette activité dans cet ensemble. Toutes ces notions sont apparues à peu près en même temps. Il y a eu la thèse de Landy Rajusson, que maintenant plus personne ne connaît parce qu'elle est repartie ensuite dans son pays, à Madagascar, qui était quelque chose d'important, hein, qui a fixé en partie le socle de ce qui allait devenir la TAD. Bon, il y a eu d'autres thèses ensuite qui ont développé ça.
Donc c'est de là que c'est parti en quelque sorte. Alors au début, j'ai développé des notions qui n'existaient pas. Ah oui, il y avait encore autre chose, je ne voulais pas, moi, je n'ai jamais aimé ça, reprendre passivement des élaborations que j'appelle allogènes, c'est-à-dire élaborées ailleurs, ce qui signifie pour moi sous des contraintes que je n'ai pas l'obligation de reprendre à mon compte, alors que reprenant les fruits de ces contraintes, je les reprends ipso facto, en quelque sorte, silencieusement à mon compte. Alors, il y avait à cette époque une domination de, par exemple, la notion de représentation sociale. Il y avait le travail de Moscovici, de Serge Moscovici, hein, le père de l'homme politique, bon, qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, qui faisait beaucoup. Alors, les gens se précipitent et vont faire des représentations. Et j'avais fait un article dont une très bonne collègue m'avait dit que personne n'avait compris ce que je voulais dire, que j'avais intitulé Représentation sur le concept de représentation. Représentation étant pris dans la première occurrence au sens 19e, 18e de reproche. Des reproches à propos de la notion de représentation telle qu'elle était utilisée. Et j'ai défini la notion de rapport en disant qu'il y avait une part de l'inspiration. Moi, je n'aime pas beaucoup ça, mais chez Husserl, par exemple, mais je n'ai pas envie de faire une étude sur Husserl. Enfin, c'est ma cuisine à moi. Oui, et ce qui importe, c'est ce qui sort de la cuisine. À ce moment-là, il y avait Charlot, il y avait la sociologie de l'éducation qui parlait de rapport. Il y avait, alors, à ce moment-là, moi, il y a eu une rencontre, pour moi, un peu inattendue, parce que moi, j'avais élaboré ça, il faudrait voir les dates. Hein. Mais avant, enfin, ou du moins, j'étais innocent de ces œuvres-là, de ces travaux-là. Je parlais de rapport à un objet de savoir en particulier, c'était le vocabulaire que j'employais. Je ne parlais pas de rapport au savoir. Et quand j'ai entendu qu'il parlait de ça, j'ai dit, ben, je vais introduire un objet, enfin, qui existe de facto dans l'univers que j'explore, qui est le savoir, ou un savoir. Et d'ailleurs, je notais ça par le symbole du dollar, hein, bon, évidemment par dérision. Qui est devenu le cœur par la suite. Non, le cœur, c'est autre chose. C'est autre chose, oui, c'est autre chose. Ben, ça, je peux dire aussi d'où vient le cœur. Donc, j'ai élaboré cette théorie. Évidemment, ça ne plaît pas aux gens qu'on élabore des choses comme ça, mais moi, je ne le faisais pas pour ennuyer. Je le faisais parce que j'avais besoin d'outils. Hein. Par exemple, quand on a le formalisme R de X et de O, on peut avoir aussi R de X et de R de X et de O. Le rapport de X a son rapport à O. Ou R de Y et de R de X et de O, qui est la chose la plus banale. C'est le rapport de Y, par exemple, le professeur, au rapport d'un élève X à cet objet. Bon, ça fait partie de la vie de toutes les classes. Enfin, ce rapport est souvent flou, bizarre, etc. Mais c'est ainsi. Alors, là, il y avait déjà en germe, évidemment, la théorie anthropologique du didactique. Et alors, ce qui s'est passé par rapport à la notion de praxéologie, bon, qui arrive après. Qui arrive après, oui, qui arrive après. Oui, c'est le moment où je vais diriger la thèse de Marianne Labosque, qui est une thèse importante. Alors, les travaux que je faisais, moi, à l'IREM, portaient sur le collège essentiellement, et en particulier sur l'algèbre. Bon. On a fait pas mal de choses sur l'algèbre, il y a eu des publications. Pour moi, c'était vraiment le domaine sur lequel qui m'intéressait. On a travaillé sur la géométrie aussi, j'ai travaillé beaucoup sur la statistique, mais dans un autre cadre dont je n'ai pas du tout parlé, dont je ne vais pas plus parler pour ne pas allonger. J'avais étudié diverses questions relevant de l'enseignement de la statistique, mais qui n'existaient pas à l'époque dans l'enseignement, hein, de sorte qu'il fallait avoir des terrains ailleurs, ce qui évidemment a changé pas mal de choses. Oui, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la notion de rapport personnel et ensuite, comme tu
disais tout à l'heure, sur la notion de praxéologie qui était déjà en germe et qui se développe à travers la thèse de Mariana Bosque. Oui, c'est ça. Alors, à propos de la notion de rapport à un objet, donc à distinguer de cette notion qui a fait Flores de rapport au savoir, hein, sous des plumes multiples, ça vient d'une interrogation qui est, par exemple, pas seulement, mais par exemple, quand on regarde la théorie piagétienne, il y a des structures intellectuelles qui se construisent, bon, et on arrive au stade dit formel à 15 ans. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Quelle est cette chose qui change? Alors, cette chose qui change, on ne la désignait pas, à ma connaissance. D'aucuns pouvaient dire on va faire approprier un savoir, une connaissance. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une entité dont on pourrait suivre, au fond, l'histoire, la biographie personnelle ou institutionnelle? Bon. Et je me souviens d'avoir fait une conférence à Genève où j'avais, dans le temps des élèves, des fidèles de Piaget, dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui change? Parce qu'à 15 ans, on n'est pas terminé, on va apprendre des tas de choses. Alors, voilà, et ça n'était pas désigné. À ma connaissance, c'était des choses un petit peu sans grande, disons, importance théorique, etc. Intéressé au développement génétique de l'enfant, et oui. puis une fois qu'il était arrivé voilà, à l'adolescence, tous les adultes étaient équivalents. Alors, moi j'ai introduit cette notion pour dire il y a quelque chose que j'appelle le rapport à l'objet, et qui va se construire, se déconstruire. Dans le même temps, il y avait la notion d'institution, d'assujettissement à une institution, et donc je disais, dans une première formulation, le rapport est un émergent, est la résultante des multiples assujettissements de la personne, hein, à des institutions où cette personne occupe une position dans laquelle elle a commerce avec l'objet, d'une manière ou d'une autre. Depuis elle en entend parler, jusqu'à c'est son quotidien, etc. Peu importe là, ça construisait des rapports divers. Alors ce rapport a une évolution, il y a des choses qui se construisent, d'autres qui disparaissent, il y a toute une plasticité, ou au contraire une rigidité. Hein. J'étais frappé par le fait que, au fond, l'image que j'avais de la théorie piagétienne à cet égard, elle était un peu confirmée par le fait que je voyais, c'est ce que j'ai appelé l'adultisme, des gens, effectivement très tôt, devenir incapables de changer. Tout en disant j'ai tout appris de la vie, en réalité ils ne savaient plus rien, ils n'apprenaient plus rien, etc. Bon. Ou des choses epsilonesques, disons. Voilà. Donc il fallait pouvoir penser ça. Et c'est cette notion-là, encore une fois couplée avec la notion d'assujettissement institutionnel, qui m'a permis d'avancer. Bon. Alors ensuite, lorsqu'il y a eu la thèse de Mariana Bosque, ça c'est un souvenir assez précis, car je lui disais, et d'ailleurs ça s'est inscrit dans la thèse, enfin, évidemment il a fallu le temps de la faire, hein, parce qu'elle a été soutenue en 1994, c'est en 89 j'ai dû... Donc là tu vas l'interroger avec la notion de alors praxéologie. attends, ça me fait penser, ta remarque, me fait penser à une chose très importante. C'était l'époque où il y avait une terminologie, je dirais presque une phraséologie pédagogiste, qui était l'élève construit son savoir. Bon. Et moi je disais, non, d'abord, la notion de logarithme, c'est pas l'élève qui l'a construite. Elle existe, elle est dans la culture. C'est ce que je vais appeler une œuvre de la culture. Bon. Et puis, est-ce qu'il construit? Alors, on pourrait dire qu'il construit son rapport à cet objet. Mais même pas, il participe à sa construction, ça oui, bien sûr. Mais la construction du rapport, son élaboration, va dépendre de tas
paramètres, de conditions et contraintes, comme je dis plus généralement, qu'il ne maîtrise pas, dont il n'a pas conscience, etc. Donc il fallait avoir quelque chose qui puisse rendre raison de ça. Voilà. Donc c'est avec ces notions-là que j'ai essayé de progresser. Et puis est arrivé un moment, et ça se trouvait à peu près au début de la thèse de Mariana Bosc, où je me souviens lui avoir dit, tu vois, le rapport, justement, on peut décrire de quoi il est fait. Et je me souviens que dans la thèse, si j'ai bon souvenir au moins, du moins, on avait pris l'exemple du logarithme, justement. C'est quoi le logarithme? Parce que je me rendais compte que, par exemple, mon rapport au logarithme n'était pas celui qu'avaient les élèves professeurs de l'IEFM, mettons, à partir de 91. Il y avait des choses qui étaient pour moi basiques, pas basiques au sens pratique, mais au sens de la vie de l'objet, qui existaient peu pour eux. Bon, on pourrait expliciter ça et l'expliquer, etc. Et donc, il y a eu tout ça s'est construit en même temps. Le rapport que j'ai à un objet naît des praxéologies dans lesquelles je rencontre cet objet, où il joue un certain rôle, qui peut être un rôle technique, enfin, etc. Alors, la construction de la notion de praxéologie, je n'ai pas un souvenir très précis à livrer, là. Mais enfin, je pense que ça s'est fait d'ailleurs à peu près au moment où j'ai commencé à former des jeunes professeurs à l'IEFM d'Aix-Marseille, c'est-à-dire à partir de la rentrée de 1991. J'ai d'ailleurs ensuite développé beaucoup de notions de la TAD avec pour milieu antagoniste cette formation, disons, et ces jeunes professeurs. Bon. Évidemment, comme toujours, ça veut dire des contraintes qui sont productives, mais en même temps qui limitent. Et il y a des choses que je ne suis pas forcément allé beaucoup regarder à ce moment-là, parce que, par exemple, la notion de théorie, je donnais quelques exemples, mais déjà aller voir la notion de technologie pour eux, c'était, étant donné la maîtrise, si tu sais le faire, c'est fini, parce que c'est clair, tu connais la démonstration, ou si tu ne la connais pas, parce que tu es insuffisant, etc. Donc il y avait là un univers de contraintes avec lesquelles j'essayais de composer pour pousser en avant cette notion. Mais en tout cas, c'est là qu'est née la notion de praxéologie. Et le mot que j'ai créé, qui existait dans la langue, après, comme toujours, on m'a refait le verret, des gens ont dit, ah oui, mais ça a été utilisé par un tel au 19e siècle, évidemment, c'est facile. Et j'ai eu du mal, encore aujourd'hui, il y a des gens qui, de manière non malveillante, parce que c'est souvent de manière malveillante quand même, disent la praxéologie de Chevalard. J'ai utilisé la praxéologie de Chevalard. Et je leur dis, mais moi je ne sais pas ce qu'est la praxéologie. Je sais ce qu'est une praxéologie. Lorsque vous curez les oreilles, vous mettez en œuvre une praxéologie avec une théorie, hein, bien sûr. Alors, je peux rajouter que, en sautant un petit peu, la notion de théorie, disons en 80, bien plus tard, en 2007, j'ai arrêté de former des professeurs de l'UFM et je suis allé faire des enseignements à ma demande en sciences de l'éducation. Et là, j'ai abordé, évidemment, je n'avais pas en face de moi des gens à formation mathématique un peu poussée, et leur formation était poussée en rien, en fait, ou dans des domaines si divers qu'on n'arrivait pas à trouver de commun dénominateur. J'ai analysé des choses diverses, analyse praxéologique, analyse didactique, et je me suis aperçu, ou du moins j'ai pu approfondir mon sentiment que la théorie est déterminante chez l'animal humain, pour penser le monde et agir. Qu'est-ce que tu mets derrière? Ah voilà, l'idéologie, les valeurs. Un problème était le choix des mots, comme toujours.
un problème était le choix des mots. Type de tâche, ça allait. Sauf que quand je dis que je bois un verre d'eau, c'est une tâche d'un certain type, on a du mal à suivre, mon Dieu. Bon. Mais ça, moi, je ne dis pas que ça m'agace, bien sûr, cette incapacité à dépasser la doxa, enfin, le découpage du monde par les mots tels qu'on le reçoit dans la vie courante, alors que toute science suppose ce dépassement. Pour la technique, alors, pourquoi pas méthode? Ben justement, parce que méthode est employée dans l'enseignement des mathématiques en France et ailleurs. Hein. Et puis, parce qu'il y avait d'autres critiques, par exemple, je ne veux pas développer, mais je sais que Célestin Freinet n'aimait pas le mot, que Marcel Mauss n'aimait pas non plus le mot, pour des raisons voisines, etc. Et moi, je voulais m'en éloigner, je ne veux pas reprendre des mots qui ont un sens tout fait, parce qu'alors, arriver à découper le sens qu'on veut produire et à le différencier du sens tout fait, ça devient la croix et la bannière. Bon. Technologie, ça ne va pas de soi, mais on pouvait arguer de l'étymologie en disant c'est un discours rationnel sur une technique, une manière de faire, technaire en grec. Bon. Au passage, discours rationnel, c'est là que ça devenait compliqué, parce que un petit enfant de 3 ans a une raison à lui, a un logos, et ça alors c'est quelque chose d'impossible. Il faut savoir, je me souviens de Vergniaud furieux contre quelqu'un qui est décédé maintenant depuis longtemps, et dont je ne citerai pas le nom, parce que celui-ci déclarait dans le champ de la didactique des maths, où il prétendait se situer, qu'au collège, on ne commence à raisonner qu'en 4e. Alors évidemment, pour Vergniaud, psychologue de formation, le raisonnement se situe bien en amont de la 4e, enfin bon, bien entendu, je suis d'accord avec Vergniaud, hein, de ce point de vue, ça va de soi. Et donc on avait ce problème de faire entendre que c'était la rationalité d'une personne ou d'une institution qui va apparaître à une autre personne ou à une institution complètement irrationnelle, voire délirante, voire démente. Bon, mais il faut l'accepter comme un objet à étudier, c'est autre chose. Comme un objet, par exemple, créateur de conditions et producteur de contraintes sur diverses activités. Et puis, alors la théorie, ça, j'ai utilisé évidemment, là aussi, parce que, alors l'argument étymologique, et ça je pourrais en dire un mot de l'usage des étymologies, des origines des mots, que j'utilise beaucoup, mais j'ai utilisé en disant, en grec, n'est-ce pas, vous savez, ça désignait même le spectacle d'une procession religieuse. Il y a cette idée, le théoros, c'est le spectateur. Hein, voilà. On retrouve ça, des théories de camions sur les routes, c'est-à-dire la procession des camions. Voilà, c'est resté en français dans cette expression. Une théorie d'enfant, ça avançait vers l'école, on n'emploie plus trop. Mais en tout cas, il y avait cette idée que la théorie, c'était des choses surplombantes, un peu abstraites, un peu de loin. Mais nous sommes, je prétends, que nous fonctionnons comme ça, tous tant que nous sommes, le grand savant admiré autant que l'idiot du village, ont des théories sur tout un tas d'objets. L'enfant petit a des théories sur ce que c'est qu'un papa, une maman, un gentil monsieur, une méchante dame, ou l'inverse, etc. Voilà. Donc, ça n'était pas facile de proposer, outre les gens qui faisaient l'effort en disant que praxéologie, ça voulait dire la science de la praxis, bon, etc. Alors donc, tu es à l'UFM et tu construis cette notion de praxéologie et d'organisation mathématique. Évidemment, ce sont des élèves professeurs qui vont devoir enseigner. Donc, en même temps, va être construite la notion d'organisation didactique et puis d'activité et de parcours d'études et de recherche qui vont devenir parcours d'études et de recherche par la suite. Oui, en effet, il y a... Alors, ce qui se passe, c'est que j'essaie de faire... Je fais un séminaire de didactique des mathématiques pour professeurs, pour jeunes professeurs. Personnellement, je n'aime pas la distinction enfant-adulte. Enfin, sa manipulation, et quand on a 8 ans, on n'a pas 30 ans, c'est sûr.
Mais l'utilisation qu'on en fait dans beaucoup de situations sociales me paraît éminemment critiquable. Et de même, je n'aime pas la distinction entre débutants et aguerris chez les profs. Je prétends que, justement, par le biais de ce que j'ai appelé le forum des questions, ce que rapportent des professeurs débutants, ce sont les vraies contraintes du métier que les professeurs aguerris ne rapportent pas, et c'est devenu silencieux chez eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont réglé le problème, mais ça veut dire qu'ils se sont habitués au problème. Tandis que là, on a quelque chose, donc ce n'est pas des difficultés de débutants, ce sont des difficultés du métier et qu'on va étudier. Voilà Alors, pour ça, il fallait évidemment des outils de pensée et d'action, et je vais mettre en place, alors ça s'exprime en termes de praxéologie jusqu'à aujourd'hui, qui est une notion plus fondamentale. Au passage, je rajoute que quand je lisais les textes de Guy Brousseau, il parle souvent de une connaissance. Et ma question était, c'est quoi une connaissance? Alors évidemment, il y avait comme en maths, il y a des fonctions implicites, il y a une réponse implicite, c'est ce qu'on acquiert, quand on parle des dialectiques, etc. Bon, d'accord. Mais moi, je disais, il faut avoir une notion générique qui modélise cette idée. Et cette notion générique, pour moi, c'était la notion de praxéologie. Donc je prétends évidemment qu'elle est universelle, qu'elle vaut dans tout domaine, etc. Et alors, pour l'enseignement que je donnais dans mon séminaire aux jeunes professeurs, eh bien, j'ai utilisé ces notions. Alors, la notion d'organisation, je peux dire très franchement, le mot même, je l'ai trouvé chez Hans Freudenthal, dans son gros livre sur, je ne sais plus comment il s'appelait, les fondements de la didactique, enfin, on retrouvera ça facilement. Il a publié beaucoup de choses, mais bon, que j'avais lu beaucoup, notamment, enfin j'avais lu à peu près, enfin je m'étais intéressé à toutes les parties de son livre, et il parlait d'organisation. En effet, ça m'a paru un mot qui saisissait quelque chose, sans hypothéquer le travail conceptuel, de conceptualisation. Et donc, et puis alors, j'avais aussi, là je reviens un petit peu en arrière, j'avais comme référence les ouvrages qu'avaient publiés Howard et Verlet et d'autres, enfin Howard et Verlet essentiellement, dans la collection qui s'appelait Léonard Épistémon, dont j'ai parlé antérieurement. Et il y avait des choses qui m'intéressaient beaucoup. Alors c'était à un niveau d'université, de mathématiques universitaires, disons, mais ça avait de la signification pour moi, y compris au collège, etc. Au passage, j'ajoute, c'est peut-être le moment de le dire, que lorsque j'étais à l'UFM, c'est-à-dire de la rentrée 91 à juin, enfin à la rentrée 2007 exclue, j'intervenais par le séminaire que j'ai indiqué en deuxième année, c'est-à-dire auprès d'élèves professeurs stagiaires, agrégés ou certifiés, mais j'intervenais aussi en première année, qui était l'année de préparation au CAPES. J'y ai fait des choses diverses que je ne vais pas tenter de résumer, mais j'avais un enseignement que j'avais appelé outils d'études en mathématiques, et puis avant outils didactiques en mathématiques. Et je crois que c'est là que la notion d'organisation mathématique, alors pour des gens qui préparent le CAPES, s'était introduite fortement dans mon esprit. Mais alors, ça a été en un sens un échec où j'ai appris quelque chose. Un chercheur, quand il se fait enseignant, formateur, il a des échecs comme tout le monde, mais la différence, en tant que chercheur, il en tire profit. Bon, je me suis toujours dit ça et j'ai toujours pratiqué ça. Bon. Et là, par exemple, je voyais des préparationnaires qui ne comprenaient même pas la problématique de « je vais vous aider à mieux étudier les maths », au fond.
Parce que ça, c'était leur affaire à eux. Le professeur devait livrer sa cargaison de mathématiques, qui soit les plus pertinentes possibles par rapport au CAPES, mais quant à apprendre les maths, c'est notre affaire, et on ne voit pas que vous puissiez nous aider beaucoup là-dessus. Et donc, j'ai mis un petit peu de temps, je dois dire, à réaliser que leur dire que je leur apportais des outils pour étudier des mathématiques n'avait pas de sens pour eux. De ce point de vue, c'est un échec qui m'a montré un peu mieux encore la résistance aux didactiques, n'est-ce pas? Vu comme mal nécessaire, il faut qu'il y ait des profs, on suit des cours, enfin, que ce soit en 6e ou à l'agrégation, on suit des cours, hein, c'est plus ou moins bon, les profs sont plus ou moins sympas, c'est plus ou moins bien ajusté au but que l'on poursuit, mais le didactique, c'est quelque chose qui n'est pas pensé, thématisé, repéré, etc. C'est la personne. Voilà. Alors là, de ce point de vue, quand je suis parti, je crois que ça n'avait pas avancé vraiment. Voilà, je n'en dis pas plus. Mais en tout cas, le fait d'avoir à travailler sur des mathématiques qui étaient des mathématiques en gros du CAPES, évidemment, a aussi joué un rôle important pour préciser ces notions. Alors, organisation mathématique, ce qu'on va faire dans une classe, c'est, je dirais, c'est toujours évidemment de la métaphore, mais mettre en place une certaine organisation mathématique. Par exemple, quand on dit hier j'ai commencé les fractions, ben, il y a toute une organisation mathématique derrière les fractions alors transposition didactique, qui peut être diverse. Hein. Je rappelle par exemple que moi, quand j'étais au collège, il y avait un truc de base avec les fractions, c'est que si A sur B égale C sur D, alors les deux sont égales à A plus C sur B plus D, ou à 2A plus 3B sur 2C plus 3D. Et avec ça, on faisait des tas de choses. Ça permet par exemple d'éliminer des radicaux sans multiplier par l'expression conjuguée. Je le dis au passage, on fait sauter le radical qui est au dénominateur. Voilà. Et alors, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne va pas du tout de soi. C'était la transposition didactique, tout ça. Bon. Et donc, et puis il y avait, qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Alors là, il y a une résistance. Vous voyez, il y a une résistance à la fois aux mathématiques parce qu'on les connaît, bon, et à leur enseignement parce qu'il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. C'est les deux choses qu'il faut essayer de faire bouger. Et donc, j'ai travaillé sur l'organisation didactique, qui est évidemment tout ça en termes de praxéologie. Et c'est là que j'ai défini les moments d'étude, etc. Bon. Je ne vais pas revenir. Et de ces moments, à partir de ce moment, tu as construit aussi d'abord la notion d'activité. Oui, voilà. Alors, ce qui se passait, c'est que là, je vais revenir un peu à la TSD. Moi, mon sentiment, je le dis et je l'écrirai, je pense, bientôt, c'est quand même que si les relations TSD-TAD n'ont pas été plus conviviales, je dirais, ce que je regrette beaucoup, c'est que qu'il y a eu un interdit quand même, qu'on m'a signifié. Ouais. Par exemple, à une époque où je faisais un séminaire à Marseille, où venaient des gens d'assez loin, c'était pas le séminaire des dernières années. Oui, hein. Le séminaire de recherche, oui, je me souviens, dans les années 90. Oui, voilà, ça se passait à l'UFM, on était quelques-uns. C'était une journée de travail. Voilà. Et un jour, je dis, je voudrais parler de choses de la TSD. Et on m'a dit explicitement non. Tu n'es pas légitime pour ça. Enfin, on ne me l'a pas dit comme ça, on m'a dit, nous on vient pour la TAD, la TSD, on satisfait nos besoins ailleurs. Donc le travail d'articulation un peu explicite a été, au niveau évidemment d'un travail un peu théorique, a été gêné, je dirais. Bon. Alors, cela étant, moi j'ai toujours considéré que l'apport de la TSD était essentiel, hein, un certain nombre de choses, évidemment. Sauf que, il y avait un problème, c'est que ça ne pénétrait pas du tout le secondaire. Pas seulement parce que ça avait été fait pour le primaire, ça je n'y crois pas un instant, hein. Mais il y avait une difficulté, alors
parce que les profs du secondaire, ils étaient moins torturés, quoi, enfin, par, à mon avis, hein, par ces questions-là, par ces questions de comment changer. Est-ce que le fait, est-ce que au fond, l'effectivité de mon enseignement tient à mon enseignement ou à la difficulté des contenus mathématiques en l'espèce, ou à la non-porosité des élèves à ce genre de contenu, etc. Moi, j'avais affaire à des professeurs du secondaire. Je ne pouvais pas reprendre, comment dit-on, sans modification aucune. Et donc, j'ai avancé la notion d'AER, activité d'études et de recherche, qui évidemment s'inspirait beaucoup de la notion de situation didactique, avec tout un ensemble de choses, la dévolution, etc. Question génératrice. Voilà. Alors, et ce qui va, peut-être ça vaut la peine que j'en dise un mot, ce qui va se passer est ceci. C'est quelque chose qui a été assez bien reçu au fil des années, hein, grosso modo. Bon. Mais alors, il y avait un problème objectif qui était, pour chaque chose, enfin, comment on découpe ces choses, ça c'est autre chose, mais par exemple, vous alliez enseigner, disons, le théorème de Thalès, bon, mais des choses plus restreintes aussi, les identités remarquables, etc. Alors, il fallait trouver une activité d'étude et de recherche, et donc une question qui allait vous pousser sur cette connaissance absente, dont il fallait en quelque sorte repérer l'ombre portée, enfin, etc. Bien. Et chaque fois, il y avait un effort d'imagination didactique très important, et par ailleurs, moi, je ne souhaitais pas l'artificialité, trouver une situation qui, non, si vraiment on se sert de telles notions, les situations, on doit les trouver assez facilement, sinon, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas, enfin, etc. Et donc, j'ai introduit, alors, la notion d'AER, les élèves professeurs qui intégraient bien ça, qui essayaient de le mettre en pratique, me disaient, mais c'est un peu crevant, enfin, ne parlez pas comme ça, mais c'est moi qui résume, c'est un peu crevant parce que chaque fois il faut c'est la machine, voilà. C'est une question. Et surtout, alors, il y avait un aspect qui était non seulement un problème d'imagination didactique, mais aussi le fait suivant, quand on va étudier une question, il y avait ce que j'appelais la tâche coche. Hein. On veut faire quelque chose, et on se rend compte qu'il y a une difficulté dans ce quelque chose, il y a une question qui se pose, et donc on va essayer de la résoudre, et c'est là qu'on va rencontrer, chemin faisant, le théorème de Thalès ou le cosinus, etc. Donc c'était ça la difficulté. Oui, alors tu disais qu'il y avait un petit problème avec les activités d'études et de recherche, c'est qu'il fallait relancer chaque fois, c'était coûteux pour finalement une organisation mathématique de petite envergure, ponctuelle ou locale. Oui, alors en fait, le problème était donc inventer des AER et surtout alors il y avait un coût pour que la classe acquiert une petite culture sur au fond, le sujet de l'AER, la fameuse, ce que j'appelais la tâche coche à accomplir. Alors ça pouvait être des choses très diverses, hein, non mathématiques a priori. Il y avait une difficulté dans le mathématique qui venait surgir dans l'accomplissement d'une tâche a priori non mathématique. Et donc chaque fois c'était du temps perdu. Alors, et puis je me suis aperçu, parce que je regardais beaucoup les manuels anciens, etc., plus ou moins anciens, mais par exemple qu'il y avait, alors dans une optique toute différente, au fond des domaines où on avait un grand type de problème, un grand type de tâches problématiques qui allait engendrer tout un tas de choses. Par exemple,
citer en géométrie, il y a eu à une époque, enfin pendant au moins un siècle et demi, on a fait du calcul graphique, avant les calculatrices et donc ça veut dire que pour calculer une quantité géométrique, hein, linéaire, disons, hein, on faisait un graphique, une épure très précise, et par exemple, si vous voulez, je ne sais pas moi, calculer racine de 5, vous faites un triangle rectangle de côté 1 et 2, c'est qu'il doit faire 1 au carré plus 2 au carré, ça fait 5, et donc l'hypoténuse fait racine de 5, et il ne vous reste plus qu'à mesurer concrètement l'hypoténuse, ça vous donne une valeur approchée, suffisante dans beaucoup de cas, disons. Et les ingénieurs apprenaient à faire ça, etc. Bon, enfin, il y a toute une épopée du calcul graphique, de la nomographie, qui était enseignée à la Polytechnique, par exemple, il y avait des traités de nomographie, etc. Bon. Et ça, en faisant ça, quand vous voulez faire ça, vous avez besoin de à peu près tous les outils usuellement enseignés en géométrie élémentaire, au passage, y compris des notions qui ont disparu, comme la puissance d'un point par rapport à un cercle, qui simplifie beaucoup la résolution de certains problèmes graphiques. Bon. Et donc, l'idée c'était, alors il y avait un autre grand thème géométrique, les distances inaccessibles, n'est-ce pas? Alors en variant, donc il fallait faire entrer la classe dans ce type de problème, et puis ensuite, on regardait tel sous-type particulier. En variant la situation. Voilà. Et donc, on faisait un investissement, mais qui était fait une fois pour beaucoup de répétitions, disons. Hein. Cet investissement, je dirais, non mathématique, était unique pour tout un ensemble de cas. Et donc, ça faisait gagner du temps, ça réglait un peu le problème de l'imagination, etc. Et l'idée, c'était... alors, c'est ça, les premières notions d'AER. Hein. Première notion d'AER, c'est pas un parcours balisé, c'est, au passage, quelque chose qui avait un intérêt, je dirais, ergonomique pour le professeur, c'est-à-dire les distances inaccessibles, vous pouviez lancer ça, faire 2, 3 problèmes, et puis 2 semaines après, y revenir pour introduire autre chose, etc. C'est-à-dire il y avait une souplesse. Bon. Et l'idée était qu'on devait recouvrir le programme avec ça, avec 2 ou 3 PER en ce sens. Bon. Ce qui est possible pour beaucoup de choses. Bon. Alors ça veut dire qu'on ne voit pas toutes les applications possibles, bien entendu, mais même traditionnelles, nécessairement. Ensuite, il faut gérer, s'il faut absolument savoir servir de telle notion pour tel usage, on le met à part, après, en quelque sorte. Mais il était possible de saturer un programme, enfin la partie du programme relatif à tel domaine, à l'aide de 2 ou 3 PER en ce sens. Voilà. Et donc, moi, j'ai développé tout ça. Et puis alors, ce qui s'est passé, c'est évidemment, là on était dans les années 90, hein, bien sûr, et puis en 2000, il y a eu la création des TPE en première. Et alors là, je dois dire à mon interlocuteur, Yves Matron, hein, qu'on a été complice, disons, dans un certain nombre de travaux liés à la formation continue. Il fallait aider les professeurs à entrer dans cette problématique des TPE. Bon. Pour moi, cette problématique était très fructifère, très fructueuse. On part d'une question, on a une question. Alors on part, c'est un mot très dangereux, parce que les gens qui devaient faire ça n'avaient souvent jamais fait ça eux-mêmes. Ils n'avaient jamais fait de mémoire, par exemple. Il faut rappeler ça aux jeunes générations. Un professeur pouvait être agrégé et n'avoir jamais fait une étude qui donne lieu à un mémoire au sens où on l'entend. Il apprenait les résultats de la science et puis savait plus ou moins les utiliser, parfois brillamment, parfois très intelligemment. Et là donc, c'est là que travaillant avec des professeurs
d'ailleurs souvent intéressants, parce que c'était les premiers à venir dans les stages, c'était les professeurs les plus actifs, hein, les plus ayant des responsabilités d'ailleurs, dans leur corporation, par le biais d'associations de spécialistes. Et donc, ils étaient en demande. Quoi. Bon. Et c'est là que j'ai développé un certain nombre de choses, dont les dialectiques de l'enquête, enfin, ce que j'appellerais maintenant dialectique de l'enquête. Et alors, il y a eu toute une évolution, bon, je ne peux pas compter dans le détail, mais au départ, avec une AER, il y avait, au fond, le but qu'on devait atteindre était fixé à l'avance. Avec les PER, l'idée était que tout un ensemble de buts serait atteint, même si on ne savait pas exactement à quel moment. On savait que ça se passerait. Au passage, un peu comme quand on regarde une classe de l'extérieur. On sait que telle chose est au programme et que le professeur qui est sérieux va faire que les élèves rencontrent cette notion, l'étudient, etc. Mais est-ce que ça va se produire en novembre ou en février? On ne sait pas. Bon. Ben là, c'est pareil. On sait que ça va se produire, etc. Alors, avec les TPE, l'enquête, il y avait, cette contrainte n'était pas levée complètement. Il y a ce fantasme que le contrat entre l'école et la société se passe en termes de, on va dire, de savoir, je dirais de praxéologie, enfin, et pas de questions à étudier. Mais on avait plus de liberté pour penser la chose. Il y avait cette histoire de cette contrainte qu'il fallait que au moins deux disciplines collaborent. Bon. Au passage, il y a eu aussi cette expérience que j'ai faite, c'est-à-dire que, en relation avec ce que je disais des profs, il faut faire soi-même des enquêtes. Et tu te souviens, Yves, que j'avais pris le sujet de la peste d'un certain élève, donc je ne vais pas répéter le nom, mais dont tu te souviens, et j'avais passé mes vacances de Noël à faire comme si j'étais un élève, certes un peu avancé en âge, mais j'avais étudié la peste, ce qui m'avait permis de suivre il y avait eu un congrès sur la peste international sur la peste, à Marseille. Quelques mois après, c'est pas une coïncidence. Alors je me suis inscrit en disant pourquoi je voulais m'inscrire. Il y avait toutes sortes de spécialistes, pas seulement médecins, et donc j'ai pu suivre évidemment ce congrès parce que je savais déjà beaucoup de choses sur la peste. La question était pourquoi n'attrape-t-on plus la peste en France aujourd'hui? Alors je ne dis rien sur la réponse, mais il y avait cette idée de répondre. Alors tout ça, ça a conduit au schéma Herbart, que j'appelle herbartien, qui est un misnomer, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que c'est pas Herbart à qui on doit ce genre de choses, c'est à la suite d'une mauvaise lecture d'un certain texte que j'ai utilisé son nom, mais je trouve que c'est très bien parce que dans les sciences, souvent, par exemple en maths, le théorème de M. Untel n'a pas été trouvé par M. Untel. C'est l'historien américain Carl Boyer qui disait cela, et que on va appeler ça le théorème de Boyer, c'est-à-dire qui dit le théorème de machin n'est pas dû à machin. Voilà, donc tout ça. Alors, j'ai défini notamment, je crois, dans une école d'été, enfin, évidemment c'était élaboré avant, la notion de PER finalisé, au sens, il a une finalité, c'est de faire rencontrer telle notion, et puis le PER qui est non finalisé, que je vais appeler enquête en général, enfin tout peut s'appeler enquête, hein, bien sûr, mais que je vais appeler, et je vais essayer de travailler, et je travaille encore, à une théorie didactique de l'enquête. Voilà. Avec une pédagogie de l'enquête, pédagogie ayant le sens que lui donne la TAD, c'est-à-dire un certain niveau, au fond, je peux décrire ainsi, le pédagogue, qu'est le professeur aussi, amène l'élève vers l'œuvre à étudier, mais l'étude de l'œuvre elle-même, c'est plus le pédagogue qui s'en occupe. Hein. C'est, vous savez, le pédagogue antique amenait l'enfant à l'école,
Mais c'est pas lui qui était l'instructeur. C'était le maître. C'était le maître. Bien, alors, depuis 2005, BAESA se tiennent à intervalles plus ou moins réguliers des congrès internationaux sur la théorie anthropologique du didactique, qui a diffusé au niveau international, du Japon à l'Amérique latine, etc. Et donc, au mois de janvier de cette année, s'est tenu le 5e congrès de la TAD en Espagne, Pays Basque. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les questions vives que traite actuellement la TAD, qui sont en développement à l'intérieur de la TAD au niveau international? Oui. Celles que tu portes et celles qui sont portées par d'autres. En effet, bon, en 2005, on a fait un premier congrès. Alors, à Baeza, en Espagne, on en est au 5e. Un 6e devrait avoir lieu. Maintenant, c'est presque décidé en France, dans la région de Grenoble, en 2000, dans 2 ans, disons. Alors, souvent, c'est 2 ans ou un peu plus, enfin. Oui, alors ça diffusé de manière inégale. Ça a diffusé un peu en France, peu dans les pays francophones, et beaucoup dans les pays hispanophones, qui sont évidemment très, très importants démographiquement, enfin en termes de chercheurs, en termes de chercheurs potentiels, etc. En revanche, il y a d'immenses régions qui ne sont pas, comment dire, qui n'ont pas reçu, je pense aux pays de langue anglaise, par exemple. Les pays nordiques, oui. Alors justement, ça, il faudrait que je le rajoute. Les pays nordiques, oui. Alors là, il y a toujours des mystères. Pourquoi ça se répand dans telle sorte de pays et pas ailleurs, hein. Par exemple, quand on fréquente un petit peu des pays comme le Danemark, la Suède, la Norvège, là, on sait qu'ils ont de fortes relations avec le Royaume-Uni. De fortes relations, c'est-à-dire que les enseignants britanniques viennent enseigner, mettons, au Danemark, et puis inversement, il y a des gens qui vont faire leur doctorat, etc. Bon. Or, le Royaume-Uni est à peu près complètement fermé à ça. Hein. Par exemple, sans parler évidemment des États-Unis, le Québec est un petit peu... Bon, moi, je pense qu'il y a des choses un petit peu mystérieuses. Ça ne tient pas au pragmatisme ou anglo-saxon, oui, et puis au rationalisme. On dit ce genre de choses, mais. Latino-grec. Ben oui, mais par exemple, dans les pays scandinaves, qu'est-ce qui fait que certains sont intéressés, voire enthousiastes? Les gens ont un cerveau, mais ils s'en servent manifestement de façon différente. Bon, il y a des traditions culturelles différentes. J'avoue que les choses ne sont pas très claires et que, en réalité, je n'ai pas très envie d'y voir beaucoup plus clair parce qu'il faut de toute façon continuer à travailler. Alors, à travailler pour élaborer la théorie qui, pour moi, doit permettre d'attaquer. Alors, la chose importante sur laquelle je me bats un peu depuis quelques années, c'est l'enfermement dans des didactiques disciplinaires qui limite aussi la diffusion, parce qu'on va dire, oui, la TAD, c'est né dans les maths, ça emporte la trace d'ailleurs, il y a des formalismes. Moi, je me bats contre la haine des formalismes, comme d'autres, je le dis sans exagérer, se battre contre le racisme ou le sexisme. Je pense que c'est une espèce de crime très grand du point de vue culturel. Là-dessus, on n'a même pas, on en est au temps où les gens pensaient que ce qu'on a donné, l'attitude envers les femmes, au fond, traditionnelle, était la chose du monde la plus normale. Bon, il n'y a même pas un souci on ne se pose même pas, on va déclarer
tout de go, sans embâche, que ces formalismes sont inutiles, on peut s'en passer. À cet égard, il faut bien dire que la TAD se situe dans une position un petit peu délicate. Comme tu l'observais, les sciences dures n'aiment pas bien ce qui semble ressembler et qui n'est pas elle. Quant à tout le continent des sciences humaines, tel que je l'observe, enfin, il n'est pas fait que de ça, mais il est pris dans des traditions qui sont, pour moi, anti-scientifiques. Par exemple, le goût des classifications. Hein, une notion de science classificatoire. On va dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, et on croit qu'on a fait de la science parce qu'on a distingué des cas. Hein, c'est une espèce de science par distinction de cas. Hein. Il y a les animaux de l'empereur, il y a le chat qui a cassé la cruche, voilà ma systématique à moi, etc. Bon. Je m'inspire de Borges, là. Borges. Et par conséquent, un combat, c'est de dire non, on n'est pas déterminé par son passé, on peut étudier toute question. J'ai défini, par exemple, j'ai un petit peu mieux défini lors du récent congrès tenu en Espagne dans un lieu charmant qui s'appelle Castro Urdiales, la notion de continent didactique. Il y a le continent didactique qui en fait est fait de deux composantes, le didactique où qu'il se trouve, même que ce soit marqué dessus ou pas, et puis la didactique, les gens qui font de la didactique, et pas de la didactique de, même si évidemment on étudie toujours un sujet déterminé, et j'ai voulu, sans y réussir, enfin, sans obtenir satisfaction, mais ça dépend évidemment ni de moi ni de mes collègues, hein, que les congrès TAD s'ouvrent sur d'autres domaines de la connaissance que les mathématiques. Alors c'est un peu ce qui se fait. Il y a des progrès, mais ces progrès sont encore limités. Bon. Parce qu'il y a des rivalités, très clairement. Les gens se sont structurés dans des sous-communautés du continent didactique, et j'ai, dans mon intervention récente, souligné qu'il y a une espèce de territorialisme, on défend son territoire, on ne veut pas voir l'autre y pénétrer, on ne veut pas que les gens qui y vivent, les autochtones, quittent le territoire pour aller voir ailleurs, enfin, etc. etc. C'est de l'anthropologie, ça. Et c'est ça qui nous détermine. Voilà. Donc, pour moi, le travail continue sur des points qui peuvent faire difficulté. D'ailleurs, j'ai un projet de journée, alors ce ne sera pas, qui devrait se tenir d'ici quelques mois, sur le thème « Qu'est-ce qui manque à la TAD ?» Évidemment, il faudra se garder de ceux qui viennent dire n'importe quoi et qui, au lieu d'aider à progresser, essaient de dire que de toute façon ça ne peut pas marcher, enfin, etc. Ou qu'il manque ceci ou cela. Et effectivement, on a eu affaire dès Baeza à ce genre de discours. Et puis on a eu aussi à le connaître là récemment, avec des intervenants extérieurs qui sont invités pour justement porter un regard qu'on n'a pas nous forcément, mais qui en général accomplissent leur tâche sous le registre de la critique vociférante. Enfin, voilà. Donc, au passage, je veux dire que je dois publier un bouquin, enfin, puisque j'en ai fini avec mes obligations doctorales, etc., qui en fait, c'est un projet presque arrêté, reprendrait, en l'améliorant, un cours que j'ai fait pendant des années à Aix-en-Provence, devant les étudiants de licence de sciences de l'éducation, et je le répétais en master pour ceux qui n'avaient pas eu ce cours, et que j'ai appelé didactique fondamentale.
où évidemment je me réfère à des questions qui portent sur divers points du continent didactique. Ça peut être de la grammaire anglaise, ça peut être des mathématiques de tout le monde, ça peut être... bon, etc. Et j'espère que ça pourra faire un livre un peu de base pour tout le monde, à condition que on ne s'enferme pas seulement dans la didactique 2, mais dans un certain champ de connaissances en disant que ah mais moi l'image j'y comprends rien, moi la grammaire du français j'y comprends rien, moi l'histoire du Second Empire j'y comprends rien. L'idée c'est ce que j'ai appelé la procognition. Nos connaissances sont devant nous, pas derrière. Derrière, ce sont des choses qu'on a vues qui pourront nous servir, mais qui en général ne nous servent pas dans des situations problématiques qui sont nouvelles pour nous. Et donc, on doit être un animal pro-cognitif. Voilà. L'homme doit être un animal pro-cognitif. Alors, ce sont un peu ces idées que j'essaie de propager. Et puis, évidemment, il y a un problème lié à une certaine diffusion de la TAD. J'avoue que je suis admiratif de voir des gens qui, tout seuls dans leur coin, ont appris de la TAD d'une manière assez sûre, mais malheureusement, il est vrai aussi que quand on est loin du foyer de la TAD, parfois on n'entend pas bien ce qui est dit, on ne comprend pas, on interprète, on prétend parfois même rajouter des choses, alors que ce genre de rajout n'apporte rien ou même fausse le tableau. Enfin, voilà. C'est ça qui est un peu le souci. Travail de fond pour aborder des problèmes qui restent ouverts, et puis dans la diffusion, dans la réception et la diffusion, apporter une aide par des corrections, par des correctifs et des additifs qui aident les gens à mieux comprendre ce dont il s'agit. Mais c'est vrai, je termine là-dessus, qu'il y a au fond, comme souvent, une révolution intellectuelle et au fond anthropologique à faire par rapport à la formation qu'on a pu recevoir dans tel ou tel cursus. Merci beaucoup. Merci à vous.